donc avec une orientation à peu près à 45 degrés par rapport à 45 degrés par rapport à la verticale. Et vous voyez qu'ici, dans ce cadre-là, à 13 heures, ben, on est dans des conditions tout à fait acceptables, c'est-à-dire qu'on a, vous voyez qu'ici on est dans des zones de 500 lux, hein, entre 350 et 500 lux, et voilà, d'un coup, on a mis un produit sur cette façade qui est un produit qui permet à la fois de limiter les apports solaires, de continuer à avoir la vision vers l'extérieur, puisque l'orientation à 45 nous permet d'avoir cette vision et de profiter de l'environnement bâti, hein, de l'environnement extérieur, pardon, et puis d'avoir une activité normale dans ces bureaux ou cette maison. Alors vous voyez les comparatifs ici, hein, donc à différentes heures de la journée. Hein, donc vous voyez que toujours dans ce cadre-là, ben, par exemple, ce type de protection solaire présente un avantage particulier et permet d'arriver à des situations tout à fait confortables dans l'habitat. Voilà. Alors l'autre chose qu'on peut faire sur les simulations thermiques, c'est ce qu'on appelle les simulations thermiques dynamiques. Hein, donc le calcul qu'on a vu avant était un calcul qui est dit statique, hein, donc sur la lumière. Et donc ce qu'on va regarder ici, c'est avec un logiciel, on en parlera aussi Bruno, qui s'appelle le logiciel PIA de Config, quels sont les profils de température dans la journée, hein, sur plusieurs jours en période estivale. Voilà, donc vous voyez mon fameux brise-soleil oriental, hein, donc, qui est ici. Ici, on a la température extérieure. Vous voyez que dans le cadre de ce logement, alors bien entendu qu'il y a un logement isolé, donc fortement isolé, mais finalement, si on ne fait rien, ben, on joue à fond l'effet de serre, c'est-à-dire que la température intérieure va être largement supérieure, hein, donc on va avoir une température extérieure qui est aux alentours de 24-25 degrés, qui monte à peu près à 30 degrés, mais on va avoir une température intérieure qui peut très vite atteindre des choses qui ne sont pas supportables, hein, qui sont de l'ordre de 35, 36, 37 degrés. Et donc vous voyez les variations, hein, ici, alors il y a toujours un décalage qui est dû au phénomène d'inertie, dont a parlé Bruno tout à l'heure. Il y a un décalage entre la température intérieure et elle monte en décalage par rapport à la température extérieure. Et vous voyez que mon produit, que j'appelle le brise-soleil oriental ici, permet de redescendre à des températures à peu près de 29 degrés qui correspondent chez nous, qui ne sont pas très loin de ce qu'on appelle la température de confort. Donc dans ce cadre-là, on arrive à peu près. Alors bon, c'est clair qu'on est parti sur une maison très vitrée, mais clairement, ça montre que par la conception et l'utilisation de ces protections solaires, on peut arriver à ce moment-là à avoir des températures qui sont tout à fait acceptables et qui correspondent aux notions de confort. Alors deuxième chose que j'ai fait ici, c'est un comparatif entre des volets roulants. Hein, donc, alors simplement, la comparative des apports solaires, donc sans occultation, on atteint des pics d'apport à 2700 watts, vous voyez, et puis on va fortement limiter avec ces dispositifs les pics d'apport. Alors une deuxième chose qui peut être importante dans l'éclairage, c'est que, je l'ai montré tout à l'heure, si je prends mon volet roulant, je peux tout à fait le baisser complètement pendant la journée, c'est-à-dire avoir quelque chose qui soit complètement opaque et j'ai complètement limité les apports solaires. Si je regarde au niveau bilan énergétique, ça ne va pas être bon parce que je vais être obligé d'éclairer dans la journée, quoi. Donc vous voyez à quoi on peut arriver, voilà, c'est ici. Hein. Donc on est obligé d'éclairer pour à peu près se voir et à peu près regarder ce qu'on est en train d'écrire. Donc quand on fait ces types de bilan énergétique, il faut bien faire attention à ça, c'est-à-dire que ne pas mettre de protection, enfin mettre des protections solaires qui peuvent être extrêmement efficaces parce qu'elles occultent tout, elles occultent aussi la lumière, et donc on est dans des situations où il faut éclairer et on est retombé à la problématique précédente, c'est-à-dire qu'on a de la dépense énergétique supplémentaire. Alors, juste, bon, je voulais dire qu'il y a aussi pas mal de recherches sur des systèmes un peu plus sophistiqués, hein, donc voilà. Alors on parlait hier, l'autre jour, de rénovation. Ce qui est clair, c'est que je pense qu'on aurait pu faire dans ce séminaire un exposé spécifique sur la rénovation, sur la nécessité d'audit énergétique, etc., sur les bâtiments existants. En Europe, on a pas mal de bureaux qui ont été des bureaux, des tours qui ont été construites dans les années 80, hein, donc, qui sont très vitrées, hein, sur lesquels on a de gros problèmes aujourd'hui de charge énergétique. Et quand il faut rénover ces bureaux, quand
Quand c'est des tours de 20, 25 étages, 30 étages, ben, finalement on a des difficultés, des tours d'immeubles de bureaux par exemple. Il y en a des choses qui sont très énergétiquement difficiles à traiter, et ça se joue au niveau de l'éclairage et de la climatisation particulièrement. Et même en France, dans les immeubles de bureaux, en particulier dans le sud de la France, la charge de climatisation est souvent 2 fois plus importante que la charge de chauffage nécessaire, et la charge d'éclairage est aussi 3 fois plus importante. Donc ici, ce que je montre, c'est par exemple des systèmes de rénovation qui consistent à venir mettre des textiles tendus, hein, sur lequel du reste, vous voyez que en rénovation, on peut sérigraphier ces textiles pour donner une apparence extérieure, enfin, ou faire une rénovation architecturale ou faire de la signalisation de la communication. Et c'est des structures tendues en textile ajouré, hein, qui se mettent devant et qui vont couper en rénovation une partie et qui vont permettre de diminuer la charge thermique de ces bâtiments en rénovation. Une dernière chose qui me paraît importante, et puis je m'arrêterai après, c'est tout ce qui va concerner ce qu'on appelle les systèmes automatisés. Hein. Donc, vous avez compris que une grande partie des protections aujourd'hui dont on va disposer, en particulier sur la baie, étant des protections à occultation variable, c'est-à-dire qui peuvent monter, descendre, s'orienter. On a aussi une question d'automatisation, hein, c'est-à-dire on peut automatiser ça pour qu'à chaque moment de la journée, à chaque saison de l'année, à chaque moment de la journée, on ait la protection solaire et l'éclairage idéal que l'on souhaite avoir dans le bâtiment. Hein, donc à ce moment-là, on peut automatiser tout ça. Hein, donc vous voyez que dans le cadre de ce type de bâtiment ici, hein, on a l'éclairage ici, le chauffage, et on arrive par le simple biais de la protection solaire à baisser l'ensemble des consommations énergétiques du bâtiment. Et c'est sur l'utilisation d'un système de GTB, c'est-à-dire de gestion technique centralisée du bâtiment, qu'on peut arriver à faire ce type d'économie supplémentaire. Voilà, je crois que j'ai fini. Voilà. C'est vraiment très bien, très précis. Qui représente des... Enfin, il y a toute une série. Les vitrages dont vous avez vitrages, il y a aussi des solutions beaucoup plus sophistiquées, mais qui même économiquement... Les vitrages peuvent être une partie où on va régler une... Jean Toulousaine, je crois que l'été dernier, il a fait à peu près un mois, il a fait entre 35 et 38 degrés, je crois. Hein. Donc vous voyez que posé sur les constructions en pays chaud, de la même manière, et encore une fois, l'intérieur c'est différent. C'est précisément, donc là où je voulais en venir, dans nos pays européens, on est obligé de faire donc on a ces problèmes de bulle-up de température à l'intérieur, mais que vous pouvez tout à fait éviter, quoi. Donc, et je pense que même pour faire fort à l'intérieur de l'habitat, vous avez beaucoup plus d'armes que celles qu'on peut avoir de concevoir des bâtiments aussi pour l'hiver. Alors on peut voir les deux, c'est-à-dire soit des dispositifs manuels centralisés du bâtiment, on va avoir des dispositifs motorisés. Hein, donc, et je crois que je crois. En fait, le rayonnement solaire, il faut toujours des engins pour pouvoir mettre un coup d'entretien qui vient se greffer dans la gestion. Enfin, des vitrages réfléchissants, en fait, vous remettez tout le rayonnement, vous le remettez vers l'extérieur. Donc votre bâtiment, il est peut-être protégé, mais vous êtes peut-être faire des façades très vitrées, comme on fait à Dubaï, par exemple, même réfléchissant. Juste une petite remarque sur piloter le système, par exemple, avec la température intérieure de la pièce. Et s'oriente à la position qui va bien par rapport à la position du sol. Vous voyez, c'est assez bien ventilé, il y a un climat assez agréable pour ces étages-là. Est-ce qu'on peut utiliser aussi la végétation installé avec des cellules photovoltaïques qui vont faire fonctionner la motorisation, c'est que quelques secondes, et donc on remarque. C'est vrai que j'en ai juste parlé, je n'ai pas montré d'image particulière sur l'utilisation de la végétation, mais oui. Il y a un peu des inconvénients. Si on prend un bâtiment où on a toutes les protections nécessaires, un bâtiment qui n'a pas toutes les protections, est-ce qu'il y a une variation de manière sensible sur la résistance globale? Ce que vous appelez la résistance, c'est la résistance à quoi? La résistance au... La structure carrée.
La structure du bâtiment. Alors, bon, elles sont suffisantes pour supporter ces charges-là, quoi. Donc, la question qui se pose la plus importante quand on fait ça, c'est la question de l'accroche de ces protections, hein, qui sont suffisamment dimensionnées pour tenir la charge, etc. Mais après, c'est technique, mais ça ne pose pas de... Les protections solaires. En fait, nous, avec la GTC, c'est des applications en fait, qu'on avait jugées quand même assez lourdes à l'échelle résidentielle. Raison pour laquelle, dans nos études, c'est des préconisations qui ont été faites à un niveau beaucoup plus en fait, important, c'est-à-dire des grands par rapport aux gains énergétiques qui vont découler de la protection solaire. De manière automatique. En ce qui concerne l'habitat individuel ou même l'habitat collectif, on peut de temps en temps sur des habitats extrêmement importants retrouver ces notions-là. Sur de l'habitat individuel, on est souvent sur de la motorisation simple. Oui. Le garage. Oui, tout à fait, mais dans ce que... Et donc on a, dans les années qui viennent, une responsabilité. Le plancher. Qui en fait, vous stabilisez le plancher. Quand il fait chaud, c'est difficile d'ouvrir. Bon, chez nous, on a des rampants, des CD qui traînent un peu partout. Donc, c'est pas vrai. Les cartes deviennent de plus en plus, en fait. Juste un commentaire par rapport à ce que vous disiez, il y a des principes. Disons, le souci environnemental, pour que nous puissions. Dynamique, il faut voir que c'est l'évolution au cours du temps. À partir du moment où votre logiciel ne tient pas compte d'évolution au cours du temps, vous ne pouvez pas appréhender les problèmes de stockage. Parce que l'intérêt du stockage, c'est justement ça, c'est-à-dire que je stocke de l'énergie à un moment donné de l'année ou de la journée. Donc, en général, alors pour des besoins de rapidité de calcul, on les simplifie. Donc, on simplifie les systèmes. Donc, une première simplification, c'est on va simplifier en fait le modèle numérique. Le logiciel, en fait, notamment, tient compte que des transferts conductifs. Donc là, on perd quand même énormément. On a un nombre, on verra ce que c'est après, de zones thermiques dans le bâtiment qui est très limité. Et le calcul des gains solaires est très simplifié. Donc ça, c'est tous les logiciels qui intègrent une simplification du modèle. Hein. Et à mon sens, c'est pas cela qu'il faut privilégier. Ensuite, on va réduire le nombre d'équations permettant une description correcte de l'objet assimilé. Et donc ça, notamment en réduisant ce qu'on appelle le nombre de variables, ça devient très technique, mais c'est ce qu'on appelle une réduction modèle du modèle, c'est-à-dire qu'on va regarder vraiment les points principaux qui influent sur le modèle et on va s'intéresser qu'à cela. Et c'est ces modèles-là qui sont les plus performants et qui permettent d'avoir des calculs qui vont de l'ordre qui sont à peu près de quelques minutes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur un bâtiment, faire tourner ces modèles-là, si on tient compte d'un problème complet, ça peut être plusieurs journées de simulation. Ce qui n'est pas acceptable au sens de comment dire, mais vous imaginez si pour un architecte ou pour un corps d'études, si je rentre toutes les données de mon bâtiment et j'ai le résultat plusieurs jours après, ça devient un peu compliqué d'interagir. Voilà. Donc, on va voir plus précisément ce qu'est la STD. Donc, qu'est-ce qu'une simulation thermodynamique, à quoi ça sert, les différents logiciels aujourd'hui, comment bien conduire une STD et quelques retours d'expérience. Alors, la simulation thermique dynamique, c'est un outil de conception permettant de juger le comportement de bâtiment en simulant sur une année ou sur une saison, ou sur une semaine, ou sur une journée, les phénomènes thermiques auxquels il est soumis. Les calculs thermiques sont effectués au pas horaire, au moins, c'est-à-dire qu'on peut, pour la majorité des logiciels, on peut descendre, hein, on peut faire ça toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, etc. Donc c'est une approche de la physique du bâtiment. Donc le bâtiment, il est découpé en zones thermiquement homogènes. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Le découpage le plus simple, c'est de mettre une zone par pièce. Il faut bien comprendre que chaque fois qu'on affecte une zone, on augmente le nombre de calculs. Donc, ce qu'on est pour chaque zone, de la température, la puissance de chauffage, la puissance de refroidissement, l'éclairage,
de rayonnement reçu, etc. Enfin, vous avez déjà beaucoup d'informations pour une zone. Alors si vous multipliez le nombre de zones, donc de très vite, ça devient totalement incompréhensible. Alors après, ce qu'on essaie de faire pour faire ce zonage, en fait, c'est de regrouper les lieux du bâtiment, les pièces du bâtiment qui vont avoir, a priori, le même comportement. Toutes les chambres qui sont au sud, par exemple, si je retire un concept d'hôtel, auront a priori le même comportement. Toutes celles qui sont au nord, pareil, toutes celles qui ne voient pas le jour, toutes celles qui sont à l'étage, enfin, moi, je sais rien. Comme ça, on simplifie le nombre de zones, plutôt que de s'attacher à une pièce un peu à temps. L'environnement du bâtiment, notamment, il faut récupérer, à partir du moment où on veut faire des bâtiments à très faible, on se bien compte de l'inertie d'un bâtiment, c'est-à-dire l'apport de matériaux massifs dans ce bâtiment pour stocker la chaleur. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en relatif, ça reste toujours valable. C'est-à-dire que, imaginons, je construis un bâtiment qui, d'après mes prévisions, consomme 20 kWh par mètre carré par an. Dans la réalité, il en consommera 40. Donc, à quelque part, je peux estimer que je me suis trompé. C'est pas vrai. Parce que si j'ai, par exemple, calculé que je gagnais 20% d'énergie avec mes occultations, ces 20% ils resteront toujours vrais avec mon résultat de 20 kWh ou de 40 kWh. Parce qu'il y a, dans le calcul, il y a toujours tout un tas de choses qu'on n'arrivera pas à intégrer. On n'arrivera pas à intégrer exactement à la minute près le comportement des occupants, par exemple. Je ne peux pas deviner qu'à 20h02, vous allez allumer votre télévision. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas deviner que dans votre maison, vous n'avez pas mis un réfrigérateur, mais vous en avez mis 5. Ça, je ne peux pas le deviner. Par contre, en relatif, ça restera toujours vrai. D'où l'importance de ce genre de calcul. Donc l'objectif principal de ce genre d'outil, c'est de faire évoluer le projet très en amont dans sa conception pour qu'il soit très performant avec des arguments chiffrés. Et ça peut intégrer, je pense que c'est ce genre d'outil qui aide à intégrer la problématique énergétique et à éduquer les gens sur le rapport entre bâtiment et énergie. Peu, mais en règle générale, ce qu'on appelle des études paramétriques, c'est-à-dire voir poste par poste quelle est l'évolution de la consommation en faisant varier un paramètre. Par exemple, je sais pas, l'épaisseur d'un isolant ou la nature d'un isolant. Donc on peut faire varier plusieurs paramètres. Donc le niveau de l'isolation, donc là ça va être le matériau ou l'épaisseur, la quantité. Ça va être la nature des ponts thermiques. Ça va être les modifications d'orientation. On a beaucoup parlé de l'orientation des bâtiments. On peut aussi tout ce qui est les maths à l'instant. Tout ce qui va être ventilation, notamment la ventilation nocturne, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous en termes de rafraîchissement. Donc couplé à l'étude qui sera faite sur l'inertie, on va voir l'impact direct de l'ouverture d'une fenêtre, par exemple, sur la température de confort du bâtiment. Et puis les apports internes, donc, par exemple si on conçoit une école, encore une fois au pas horaire, c'est-à-dire en fonction du temps. À midi, on peut aussi dire qu'ils vont manger. Ils s'en vont et on voit le comportement thermique. C'est en région toulousaine et donc comme l'a dit Jean-Pierre Sonal, par exemple des photos, là on travaille sur l'existant, hein. Des photos, chevelées, on prend le fichier météo, et des ombrages en fait sur la maison, et donc de fait, alors, sur ce logiciel on ne voit pas la quantité d'énergie, mais on voit à 1 heure, donc vous avez dû voir l'heure défilée ici, là. Bon, attention c'est l'heure solaire, hein. C'est-à-dire qu'en France, il est 10h du matin, vous voyez les masques naturels, en fait, ici, et les moments de la journée, en fait, où le soleil est susceptible de rentrer par les baies vitrées. Voilà. Et donc, si on continue, on doit arriver jusqu'au soir. Voilà. Et par exemple, si on arrête là, hop, si ça marche, ça ne marche pas toujours. On va espérer que ça marche. Il faut s'arrêter vers 14-15 heures. Voilà, stop. Donc là, de manière, je ne sais pas dire naturelle, mais pour la conception de la maison, alors qu'elle n'était pas du tout prévue, c'était une chance, hein, elle n'était pas du tout prévue comme ça au départ. Vous voyez qu'en fait, sur cette grande baie vitrée, les problèmes de surchauffe étaient à l'étage, en fait, on a un masque naturel de la maison, en fait, sans rien faire. Hein, il y a une ombre de cette partie qui fait que très tôt, finalement, dans l'après-midi, donc là c'est 14h solaire, donc à peu près à 16h de l'après-midi, en fait, on commence à avoir un flux lumineux qui est très faible, enfin, qui diminue en tout cas, d'accord, puisqu'il y a une ombre portée en fait d'une partie du bâtiment, ce qui fait que ça permet
Alors pour autant, ça c'est le rayonnement direct, pour autant on peut avoir de l'éclairage naturel. Donc ça permet, à partir de là, ça ne sert à rien, autant on va leur dire, vous fermez vos volets, vous mettez un système d'occupation, autant on va leur dire, écoutez, à partir de 4h ou 5h l'après-midi, commencez à ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc vous pouvez faire ça à n'importe quel jour de l'année, etc. Donc il est bien adapté aux simulations entre guillemets classiques. Besoin de chauffage et très clairement orienté recherche, l'avantage ou l'inconvénient. Sachez qu'il y a une somme de chiffres absolument incroyable qui vous donnera le sentiment d'être savant, mais qui vous sensible et adressé, maître d'ouvrage, architecte, bureau d'études, etc. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ben oui, si c'est pour un projet classique, une STD mêlée par un membre à part entière de la maîtrise d'œuvre, c'est un plus. Parce que là, vous aurez directement quelqu'un qui sera impliqué sur le terrain. Et tous les acteurs du projet, dans un monde idéal, il faut que tous les acteurs du projet, et ceci le plus tôt possible, soient impliqués dans cette simulation. Donc vérifier la vérification des résultats, si vous utilisez ce genre d'outil. Alors il faut faire attention, c'est un côté magique, c'est-à-dire que vous aurez toujours un résultat, toujours. Et plus, en plus, en général, il sera beau. Ça, vous allez faire tourner des maisons en 3D, vous verrez des petits films comme je vous ai fait, etc. Donc ça, c'est un côté magique. C'est pas pour autant que le résultat il est juste. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Tout à l'heure, je vous ai parlé de réduction de modèles. Et ce logiciel s'appelle ArchiWizard. Donc ce logiciel, en fait, il n'a pas été créé du jour au lendemain. Il fait suite à un projet de recherche qui a été financé en France par la Fondation Bâtiment Énergie. Donc la Fondation Bâtiment Énergie, c'est une fondation privée qui regroupe les 4 plus gros contributeurs CO2 en France, qui sont EDF, Arcelor, enfin Mittal, Lafarge et GDF. Donc ces les 4 plus gros contributeurs CO2 en France ont mis 1 million, je crois, d'euros chacun, donc ça faisait 4. L'État a reconnu cette fondation d'utilité publique, et c'est que donc ArchiWizard est capable de discuter avec tout le monde qui l'entoure, enfin tout le monde en termes de conception énergétique du bâtiment. Donc normalement il y a un petit film qui vous présente le logiciel bien mieux que je ne le ferai moi. Non, pardon, il faut que je vous dise encore un mot. Donc ça c'est tous les outils que vous allez trouver. Donc au niveau de l'aide à la décision, qui s'adresse essentiellement à l'architecte ou au concepteur, on repère si c'est un mur, c'est une toiture, c'est une fenêtre, une porte, etc. Et ça se fait de manière complètement automatique. On a un petit problème de son. Énergétique n'aura jamais été aussi rapide, performant et intuitif avec ArchiWizard, le logiciel de simulation énergétique 3D du bâtiment. Innovation technologique française, ArchiWizard est le logiciel attendu par les concepteurs de bâtiments économes. Simple d'utilisation, sa prise en main est extrêmement rapide et intuitive. Son interface graphique 3D de dernière génération autorise une mise en données par simple clic et une présentation des résultats visuels en temps réel. ArchiWizard permet de mesurer l'efficacité des solutions d'amélioration des dépenses d'énergie à travers 4 grandes fonctionnalités. L'analyse thermique et énergétique globale basée sur la réglementation thermique 2005, avec l'évaluation de la performance thermique de l'enveloppe du bâtiment intégrant les apports énergétiques solaires précis et la consommation en chauffage et en refroidissement. La production solaire, avec la simulation de la production énergétique thermique et photovoltaïque intégrant la prise en compte des masques 3D. Les apports et la protection solaire, avec le calcul des apports solaires précis dans tout le bâtiment et l'évaluation de la performance des occultations, stores intérieurs, extérieurs, brise-soleil, végétaux.
l'éclairage naturel et artificiel, avec le calcul des besoins en éclairage par pièce et pour l'ensemble du bâtiment, en fonction de l'occupation, du type d'activité et de l'éclairage naturel ainsi que des systèmes de protection. Véritable outil collaboratif entre l'ingénieur et l'architecte, Archiwizard s'impose comme le logiciel d'aide à la conception des bâtiments bioclimatiques et économes. Grâce au module inédit d'import et d'analyse automatique des fichiers 3D. Dès la phase d'esquisse, Archiwizard offre un gain de temps inestimable et une productivité unique aux acteurs du bâtiment. Pour résumer en quelques clics, avec Archiwizard, évaluez la performance énergétique globale d'une construction. Simulez l'impact de vos choix constructifs et des modifications géométriques ou techniques. Visualisez les résultats et la qualité de la conception ou de la rénovation. Depuis le 1er janvier 2013, c'est la RT 2012 qui s'applique en France. Donc c'est bien entendu la RT 2012, le moteur réglementaire de la RT 2012 qui est intégré au logiciel. Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Il doit aussi peut-être fournir certains paramètres de rentabilité des investissements aux décideurs. Et enfin, deux autres questions. D'abord, combien coûte ce logiciel ? Je ne sais pas si c'était déjà la question posée, mais moi j'aimerais bien le savoir, peut-être en bilatéral. Et aussi, quel temps il faut pour se former sur ce logiciel? Absolument. En fait, juste pour préciser un peu ce que fait le Peracode, en collaboration avec l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie et aussi le bureau de mise à niveau des entreprises, on est en train de... Tous les cadres, toutes les compétences sont là. Je termine par dire, c'est ça que j'essaie de faire. Moi, j'essaie de déplacer les murs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelque part, ça c'est une source d'inspiration. Moi, je pense que Peracode peut, de la part de ce qu'on voit ici, essayer de bâtir une équipe pluridisciplinaire qui viendrait, bon, si vous avez besoin d'appui, moi je suis toujours une bonne volonté. Je peux amener des gens, bref, vous-même vous pouvez le faire. Avoir une équipe qui entre dans le cœur du logiciel pour comprendre ce qu'il y a tout ça, mais également fabriquer quelque chose. Si ça coûte cher, évidemment. Si ça coûte pas cher, évidemment, on peut. Mais l'expérience que moi j'ai en tant qu'économiste, c'est toujours difficile de prendre un produit fini de l'adapter. En tout cas, c'est à peu près ça mon avis. Et que d'autres ont des produits. Non, mais on va dire que c'est un travail qui a porté sur plusieurs années, qui continue. D'ailleurs, le développement d'Archiwizard continue. Donc là, je sais pas, en moyenne, c'est peut-être 15 à 20 personnes pendant, j'ai bien dit en moyenne, 15 à 20 personnes pendant 2 ou 3 ans. Donc rien que ça, c'est effectivement un coût qui est important. Mais à la rigueur, cet investissement, il est fait. Maintenant, l'outil est disponible. L'outil, donc, la licence, elle est aux alentours entre 1000 et 1200 € la licence. Sachant qu'après, bon, ça, vous verrez ça avec les gens qui connaissent si vous étiez intéressés. Et bien évidemment que si vous venez, quelqu'un qui prendra 50 ou 100 licences, c'est pas 50 fois le prix. Voilà, moi je vous ai donné le prix unitaire. Ensuite, vous m'avez demandé si on intégrait des éléments de rentabilité financière sur les éléments économiques en fait. Donc sur tout ce qui est par exemple calcul au solaire. On a commencé à mettre les bâtiments d'habitation, donc on a mis ensuite les usines, et on a intégré tout ça dans une parfaite mixité sociale de manière à ce que une ration qui assure le chauffage du benzène et qui fonctionne, vous voyez, avec de la biomasse par l'objectif était d'économiser 30% de l'eau. On a un système de récupération des eaux de pluie et de recyclage des eaux naturelles, donc les matériaux locaux donc offrir aux résidents une haute qualité de vie. Donc en implantation, vous voyez, on a commencé à mettre les
bâtiments d'habitation. Donc on a mis ensuite les usines, et on a intégré tout ça dans une parfaite mixité sociale de manière à ce que une ration qui assure le chauffage du benzène et qui fonctionne, vous voyez, avec de la biomasse par l'utilisation. L'objectif était d'économiser 30% de l'eau. On a un système de récupération des eaux de pluie et de recyclage des eaux naturelles, donc les matériaux locaux poser ces écoquartiers inclure, et puis aussi l'ensemble de ce qui est l'action sociale. Le constat, c'est que les transports routiers, ils ont un effet non négligeable sur les gaz à effet. Voilà, c'est peut-être un petit retour en arrière. D'énergie renouvelable. Alors vous voyez, les valeurs sur l'ensemble de ces... Vu la récupération des eaux pluviales, on va en les aides, donc on récupère les eaux usées, et on va même jusqu'à les traiter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très nordique, qui l'esprit par rapport à ce qu'on a pas mal parlé ce matin en parlant des quartiers. Donc, tous ces écoquartiers fonctionnent avec une gouvernance, donc qui peut être relativement compliquée, mais qui va regrouper l'artier, un certain nombre de cibles, sur lequel vous voyez. Donc ça, c'est une image tirée d'un document de Bouygues Immobilier qui indique, qui montre ici. Pourquoi pas. Je pense que vis-à-vis de tout ce qu'on a dit, ça fait du sens. Ouais. Ouais, mais c'est très bien. Je crois que ici, cette présentation, ça semble montrer qu'on peut agir sur l'ensemble le plus petit, qu'on appelle le quartier. Personnellement, j'ai bien aimé le principe de l'autonomisation. J'ai l'impression que c'est un ensemble. Sur les emplois autour du périmètre occupé d'habitat. Le social est très important. D'abord, il faut que la population accepte. Parce qu'il y a quelques années, je crois que c'était en 2007, il y avait un projet qui se trouvait dans un village, je ne connais pas le nom du village, de production d'électricité à partir de fosses septiques. 2011-2012, il y a eu un changement, on n'a pas pu mettre ça en place. Mais ça existe. L'éclairage public. L'éclairage des ménages. On prend une maison, on utilise la fosse septique pour produire du gaz pour la cuisson et produire de l'électricité pour l'éclairage. À l'époque, il y avait le ministre. On va parler, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'agence. Mais comme il y a l'agence, on va essayer de mettre l'accent sur la sensibilisation, la communication, l'information pour en parler. Bon, parce que pour ça, il faut d'abord l'adhésion des acteurs de la population. Il faut que les gens acceptent. Parce que je me rappelle même, il y avait. Je vais rencontrer le ministre. Il faut un compromis, il faut que les populations. Il y a un compromis de culture aussi. Parce que quand on dit à préparer à part, c'est là, c'est impressionnant. Mais c'est des problèmes de culture. C'est un problème de culture. C'est un peu les quartiers, les problèmes. Il y a un problème de culture qu'il faut intégrer dans l'analyse. Il y a une diminution de la copropriété qui est là. Mais ça pose un problème de base ou d'harmonie, il faut s'insérer. Et pour le renoncement de droit, il faut intégrer un peu le projet pour arriver. Pourquoi les gens le font? Peut-être parce que ce qu'ils achètent, par exemple, moi, quand j'achète un logement social, je sais de la structuration du projet. Bon, mais maintenant, ici, cette approche-là, ça anticipe les besoins les plus essentiels. Ça tout autonome vis-à-vis de l'extérieur. C'est à peu près comme ça. C'est un environnement où tout est recyclé. Vous voulez entendre, je ne l'ai pas entendu. C'est par rapport à la culture. Aussi, il faut qu'on intègre cette dimension. Ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit. Mais de tout ce qu'ils disent, c'est en référence des pays asiatiques, qu'on dit actuellement des pays émergents. Ils sont en train de tout réussir sur le plan économique, technologique, ainsi de suite. Imaginez, comme le disait monsieur, quelqu'un vous dira que cette eau-là, mais d'abord les gens, leur faire comprendre. Les autres, on leur apprendra que les déchets, il faut en faire ceci, cela. Mais vous voyez, le jour de la Tabaski, on prend tous les déchets du mouton, on les met dans le canal. Alors que le canal doit servir à faire partir les eaux de pluie ou bien les eaux usées. Mais tout ça, c'est comment dire, c'est du n'importe quoi, c'est parce que les gens ne sont pas informés. Commence à pousser autour de cet écoquartier comme des champignons. Les caractéristiques climatiques. L'Autrichienne ou à l'Italien, tout ça. Donc ça suppose simplement que les taux. On l'a dit, il paraît. Il paraît, c'est pour dire que. Elle a pas précisé dans la salle. Mais
sinon je fais un exposé, mais ce que je voulais dire seulement, c'est que la Terre est ronde et que les peuples, n'ayant pas le même rapport avec le soleil, ont conçu des maisons, ont conçu des fenêtres adaptées à notre position. Donc c'est pas surprenant qu'il y ait une fenêtre à la Sénégalaise. Voilà un peu la question posée dès qu'il est posé là-bas. La réponse, c'est les archives qui doivent donner la réponse. Ce que je voulais dire seulement, c'est que toutes les difficultés que nous avons ici, c'est que nous avons eu une rupture historique de notre manière d'habiter. Ah, c'est quoi? La rupture historique, c'est justement l'habitat traditionnel tel qu'il est constitué, l'habitat colonial tel qu'il est constitué et l'habitat moderne. Absolument. Ah, en apparence, c'est des coupures, mais si on les analyse, on voit bien qu'il y a certaines